Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle exploration approfondie. Et nous sommes particulièrement ravis, oui, de voir que nos auditeurs et auditrices sont chaque jour un peu plus nombreux à nous suivre. Alors, bienvenue à toutes et tous. Bonjour, oui, c'est une belle motivation de savoir qu'il y a cette curiosité partagée. Absolument. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, défie un peu l'intuition, la vision des abeilles. On a épluché, pour les personnes qui nous écoutent, pas mal d'articles de recherche, de publications scientifiques. Notre but, essayer de comprendre comment ces insectes, avec leur cerveau, bon, qu'on dit souvent minuscule, comment ils arrivent à percevoir, à traiter des informations visuelles qui sont parfois étonnamment complexes. On parle de motifs, mais aussi, tenez-vous bien, de visages humains. Exactement, et c'est un domaine de recherche qui vient vraiment bousculer pas mal de nos idées reçues, sur l'intelligence, sur les capacités cognitives qu'on imaginait nécessaires pour certaines tâches visuelles, quoi. On va regarder ensemble comment elles utilisent ce qu'on appelle la vision active, et puis quelles sont leurs stratégies, leurs astuces pour analyser le monde qui les entoure. Alors préparez-vous à être surpris parce que ce que ces petits insectes peuvent faire, c'est assez bluffant. Allons-y. Commençons par le commencement. Cette fameuse vision active, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Elles ne sont pas juste des observateurs passifs. Ah non, loin de là. La vision active, c'est un processus sensorimoteur. L'abeille, elle n'est pas passive du tout. Elle ajuste constamment ce qu'elle perçoit en bougeant. Son corps, sa tête, ses antennes, ses yeux, tout bouge. C'est une stratégie clé, surtout pour un insecte dont le cerveau a, on suppose, une capacité de traitement en parallèle plus limitée que la nôtre. Donc, au lieu de tout voir d'un coup, comme une photo, elle scanne son environnement, étape par étape, pour collecter les infos importantes. Un peu comme si elle lisait le monde, mais pas toute la page d'un coup, plutôt ligne par ligne. C'est une bonne image, oui. Et il y a une étude fascinante issue des travaux de Maboudi et ses collègues qui illustre ça parfaitement. Ils ont mis des bourdons qui sont des cousins proches des abeilles face à un vrai défi visuel. Il fallait distinguer un signe plus, le plus, d'un signe multiplication, X. Ah oui, c'est subtil, ça. Ce sont les mêmes barres, juste une petite rotation de 45 degrés. Même pour nous, ce n'est pas si évident au premier coup d'œil. Exactement. Et alors, comment ils s'y prennent? Est-ce qu'ils regardent tout le signe attentivement? J'imagine, oui, pour bien voir la différence. Eh bien non. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils ont utilisé des caméras haute vitesse très précises. Et ils ont vu que les bourdons, bien souvent, n'inspectaient qu'une toute petite partie du motif avant de faire leur choix. Une petite partie seulement. Oui. Et ils choisissaient correctement. Leur attention se portait typiquement sur les zones inférieures et gauches du motif. Incroyable. Ils ne regardent qu'un bout du problème, mais ça leur suffit pour le résoudre en entier. Et j'imagine qu'ils ne font pas ça en vitesse. Non, justement. L'étude montre qu'ils ralentissent, mais alors considérablement, pour cette inspection. Leur vitesse médiane, elle passait de 0,20 mètres par seconde en approche à seulement 0,11 mètres par seconde pendant l'inspection. La moitié de sa vitesse, Ouais. quasiment. Ouais. Et ils font ça de très près, entre 1 et 5 centimètres du motif. Chaque inspection, ça leur prend environ une seconde et demie. Ce n'est pas juste un coup d'œil, c'est une analyse ciblée, délibérée. D'accord, donc ce n'est pas passif du tout. L'abeille investit du temps, elle ralentit, elle se raccroche. C'est une vraie stratégie. Et il y a d'autres détails sur comment elle fait ça? Oui, il y a aussi leur posture. Le suivi a montré qu'ils s'orientaient souvent avec un angle, à peu près 30 degrés par rapport au mur où étaient les signes. Cette position semble aider à aligner un de leurs yeux composés avec la zone qu'ils veulent inspecter, pour mieux capter les détails probablement. C'est vraiment une approche très méthodique. Mais alors, est-ce qu'elles finissent par mémoriser tout le motif ou juste les parties qu'elles ont scannées? C'est la question clé. Et les chercheurs l'ont testé avec ce qu'on appelle des essais de transfert. Après l'entraînement, ils ont montré aux bourdons seulement des moitiés des signes. Et alors? Le résultat est très clair. Ils reconnaissaient très bien les motifs si on leur montrait seulement la moitié inférieure. Ah! Mais ils échouaient complètement si on ne leur montrait que la moitié supérieure. Donc, elles ne prennent pas une photo mentale de tout le signe, elles se concentrent sur l'essentiel, sur ce qui suffit pour faire la différence. Exactement. Elles extraient et mémorisent des caractéristiques locales, mais des caractéristiques diagnostiques, celles qui permettent de distinguer les options. Et dans cette expérience précise, ces caractéristiques se trouvaient surtout dans la partie basse. L'analyse a même montré une préférence pour scanner le coin inférieur gauche, surtout pour rejeter le signe X quand elles avaient appris à aimer le plus. C'est fascinant.
Une stratégie de scan séquentiel hyper focalisée qui leur permet de résoudre une tâche complexe malgré les limites supposées de leur petit cerveau. Et cette idée de reconnaître des formes complexes, ça nous amène à une question encore plus étonnante. Est-ce que les abeilles peuvent reconnaître des visages humains? On pense souvent que ça, c'est vraiment le summum réservé aux primates avec des zones dédiées dans notre cerveau. Oui, c'est l'idée classique. On parle souvent du gyrus fusiforme chez l'humain pour la reconnaissance des visages. Mais attention, il faut se méfier des conclusions un peu rapides. Plusieurs études, notamment celle d'Adrian Dyer, de Martin Jurfa et leurs équipes, ont montré que l'abeille domestique Apis mellifera peut bel et bien apprendre à distinguer des photos de visages humains. Attendez, distinguer des visages, pas reconnaître Paul de Jacqueline, si. Non, non, évidemment. Elles ne reconnaissent pas l'identité de la personne, qui est Paul ou qui est Jacqueline. Ce qu'elles apprennent, c'est la configuration globale des traits. L'arrangement, comment les yeux, le nez, la bouche sont placés les uns par rapport aux autres. Elles traitent le visage comme un motif visuel, complexe, certes, mais un motif. Elles apprennent les relations spatiales entre les éléments. Le plan général du visage, si vous voulez. C'est la disposition générale qui compte, plus que les détails fins, comme la forme exacte du nez ou la couleur des yeux. C'est ça. Et une expérience menée par Aurora Varge-Weber le montre bien. Les abeilles ont d'abord appris à différencier des visages très simples, schématiques, juste des points et des traits. Mais le plus fort, c'est qu'ensuite, elles ont réussi à catégoriser de nouvelles images, à dire si oui ou non ça appartenait à la catégorie visage. Elles ont appliqué une règle apprise à des images qu'elles n'avaient jamais vues avant. C'est incroyable. Et elles sont bonnes à ça? Quelle est leur performance? On réussit facilement? Remarquablement douées, oui. Dans l'étude de Dyer et ses collègues, publiée en 2005, les abeilles étaient entraînées avec une récompense, de l'eau sucrée pour un visage, et une punition, une solution amère, pour un autre. Et après cet entraînement, elles choisissaient le bon visage dans plus de 80% des cas. Même face à un visage distracteur qui ressemblait? Plus de 80%. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Elles réussissaient aussi à retrouver le visage appris quand il était présenté au milieu de nouveaux visages jamais vus pendant l'apprentissage. Et il y a un indice qui montre bien qu'elles utilisent cette approche configurale, comme vous disiez, un truc qui nous rapproche de notre propre façon de voir les visages. Tout à fait. C'est un résultat vraiment clé. Quand les chercheurs ont présenté les mêmes visages mais retournés, à l'envers, La tête en bas, oui, rotation de 180 degrés, eh bien la performance des abeilles s'est effondrée. Elles n'y arrivaient plus du tout. ah oui, exactement comme nous, on a énormément de mal à reconnaître un visage à l'envers. C'est très perturbant. Précisément. Et cette forte dépendance à l'orientation, c'est considéré comme une signature du traitement configural. Ça suggère vraiment qu'elles ne font pas juste une liste de « il y a deux yeux, un nez, une bouche », mais qu'elles traitent l'organisation spatiale globale de tout ça. Certaines sources de vulgarisation mentionnent même qu'elles se focaliseraient sur des points clés comme les yeux et la bouche. On lit parfois des chiffres assez incroyables, comme le fait qu'une abeille pouvait mémoriser jusqu'à 50 visages différents et s'en souvenir plusieurs jours. C'est confirmé, ça? Alors, il faut être un peu prudent avec ce chiffre précis de 50 visages. Il vient souvent de sources de vulgarisation, mais il n'est pas directement testé à cette échelle dans les études primaires qu'on a consultées. Par contre, l'idée d'une mémoire solide et durable, ça, c'est bien réel. L'étude de Dyer a testé les abeilles 2 jours après l'entraînement initial, et elles se souvenaient parfaitement du visage appris. Donc oui, la mémoire est stable sur plusieurs jours, ce qui est déjà très impressionnant en soi. D'accord. Mais ce qui est certain, et c'est peut-être le point le plus fou, c'est qu'elles arrivent à faire ça avec leur tout petit cerveau. 1 million de neurones, c'est ça? C'est ça. Comparé à nos 100 milliards. C'est exactement ça. Le message fondamental, c'est que cette capacité à apprendre et reconnaître des configurations complexes, comme les visages, eh bien ça ne demande pas forcément une puissance de calcul neuronal gigantesque, ni des circuits ultra spécialisés comme on le pensait peut-être. Des solutions cognitives efficaces peuvent émerger avec des ressources neurales beaucoup plus limitées. Ça force à repenser l'évolution de l'intelligence. Oui, et d'ailleurs, ça inspire beaucoup les ingénieurs en intelligence artificielle, ceux qui cherchent à créer des systèmes de reconnaissance légers, efficaces, économes en énergie. C'est vertigineux. Mais très concrètement, comment les scientifiques font pour voir ce qui se passe dans ce cerveau miniature pendant que l'abeille fait tout ça? On ne peut pas la mettre dans un scanner IRM en plein vol. Non, c'est le gros défi technique. Enregistrer l'activité cérébrale d'un insecte qui vole librement, c'est quasi impossible pour l'instant. Mais la technologie aide, avec des dispositifs de réalité virtuelle, la RV, adaptés aux insectes. Il y a des laboratoires pionniers, comme l'équipe Icon de Martin Jurfa à Sorbonne Université, qui ont mis au point des systèmes très ingénieux. L'abeille est immobilisée très délicatement, mais elle peut interagir avec un monde virtuel qui est projeté tout autour d'elle.
Attendez, elle est fixée mais elle a l'impression de bouger. Comment ça marche? Imaginez l'abeille sur une petite boule, très légère. Un peu comme une boule de souris d'ordinateur, mais à l'envers. Quand elle essaye de marcher ou de tourner, elle fait bouger cette boule avec ses pattes. Des capteurs optiques détectent ces mouvements et ça met à jour en temps réel le paysage visuel qui est projeté sur des écrans autour d'elle. Ah, d'accord. Donc c'est l'abeille elle-même qui contrôle ce qu'elle voit et ses déplacements dans ce monde numérique par ses propres actions. C'est incroyable comme système. Et ça permet de tester quoi du coup? Ça ouvre plein de possibilités pour tester des apprentissages visuels de manière très contrôlée. La discrimination de couleurs, la reconnaissance de motifs complexes, l'apprentissage de règles abstraites. Par exemple, la thèse d'Alexis Boitois a utilisé ce genre de dispositif pour étudier l'apprentissage des couleurs, mais aussi des tâches plus complexes comme le patterning négatif. Le patterning négatif. C'est quoi ça? C'est quand l'abeille doit apprendre à réagir, ou plutôt à ne pas réagir, à l'absence attendue d'une récompense. C'est assez subtil comme apprentissage. Et l'avantage énorme de l'ARV, c'est que pendant que l'abeille est occupée à ses tâches cognitives, eh bien son cerveau est accessible aux chercheurs. Accessible. Pour y voir quoi? On peut lire dans ses pensées. J'exagère, mais... Presque. On peut utiliser des techniques vraiment de pointe. Par exemple, l'imagerie calcique biphotonique. Ça permet de voir en direct l'activité de centaines de neurones en même temps. On voit littéralement les neurones s'allumer quand ils sont actifs. Ah oui, carrément. Ou alors l'électrophysiologie. Là, on enregistre les signaux électriques de groupes de neurones avec des microélectrodes. Et ces approches permettent de cibler des zones clés du cerveau de l'abeille, comme les corps pédonculés. Les corps pédonculés, c'est un peu le centre de commandement de l'abeille, non? On peut les voir un peu comme ça, oui. Comme un centre majeur pour intégrer les informations, pour l'apprentissage, pour la mémoire chez les insectes. C'est un peu l'équivalent fonctionnel de certaines de nos structures cérébrales comme le cortex ou l'hippocampe pour ces fonctions-là. Donc, grâce à l'ARV, couplé à ces techniques d'imagerie ou d'électrophysio, on peut faire le lien direct entre un comportement d'apprentissage précis et l'activité neuronale qui se passe en dessous. Parfois même au niveau d'un seul neurone. C'est une fenêtre incroyable sur le fonctionnement de ce cerveau minuscule. Exactement. Une approche très puissante pour comprendre comment un petit cerveau peut réaliser de grandes choses. Alors, si on essaie de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Clairement, les abeilles, ce ne sont pas juste des petits automates. Ah non, absolument pas. Ce qui ressort vraiment, c'est qu'elles déploient des stratégies visuelles qui sont actives, flexibles et étonnamment sophistiquées. Elles ne subissent pas passivement le flux visuel, elles le construisent activement, par ce scan séquentiel, ciblé, en se concentrant sur les indices les plus utiles qui sont souvent situés dans la partie inférieure des objets, comme le montre l'étude sur les signes plus et multiplication. Et elles sont capables d'apprendre des configurations visuelles très complexes. Pas juste des formes géométriques simples, mais aussi des catégories abstraites et même des motifs aussi spécifiques pour nous que les visages humains, grâce à cet apprentissage configural. Et le point crucial, c'est qu'elles font tout ça avec un cerveau minuscule organisé très différemment d'une autre. Ça nous oblige à repenser nos définitions de la perception, de la reconnaissance, peut-être même de l'intelligence. Quelles sont les ressources minimales en termes de neurones qui sont vraiment nécessaires pour différentes capacités cognitives ? C'est une sacrée leçon d'humilité et en même temps une source d'inspiration, pas seulement pour les biologistes qui étudient l'évolution de la cognition, mais aussi pour les informaticiens, ceux qui développent l'intelligence artificielle et qui cherchent des solutions efficaces, économes en énergie, pour la reconnaissance de formes ou la navigation autonome. Tout à fait. Et ça laisse des questions passionnantes en suspens. Par exemple, comment ces stratégies de scan très spécifiques, comme cette focalisation sur le bas et la gauche des motifs, comment est-ce qu'elles émergent? Est-ce que c'est câblé génétiquement, une sorte d'instinct visuel, ou est-ce que c'est affiné par l'expérience de chaque abeille, ou un mélange des deux? C'est une bonne question. Et comment une abeille décide par où commencer son scan quand elle voit un objet totalement nouveau? Ça, on ne le sait pas encore bien. Voilà de quoi continuer à chercher. Et pour conclure notre exploration aujourd'hui, une pensée peut-être un peu provocatrice pour les personnes qui nous écoutent. Si un insecte, avec son million de neurones, peut apprendre à reconnaître des visages humains par apprentissage configural, est-ce que ça veut dire que cette capacité qu'on voit souvent comme le summum de la cognition sociale, très humaine, est-ce qu'elle est peut-être moins unique qu'on le croit? Ne serait-ce pas au fond une forme très développée d'apprentissage de motifs visuels complexes, une compétence que différents types de cerveaux peuvent acquérir, plutôt qu'une faculté un peu magique réservée à quelques privilégiés de l'évolution? De quoi laisser notre esprit bourdonner un peu. Voilà,
C'est tout pour cette exploration approfondie aujourd'hui. Un immense merci à nos chères auditrices et chers auditeurs de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante dans le monde visuel des abeilles. Votre curiosité nous porte vraiment. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et à très bientôt pour une nouvelle analyse.